Mon mari me divorce à l'hôpital parce que mon visage défiguré le dégoûte après l'accident. Mais maintenant, l'infidèle revient à genoux en découvrant ma compensation de 2 millions de dollars. Il y a environ un mois, ma vie a complètement changé en un clin d'œil. Je venais de terminer mon service au travail et je rentrais chez moi. Alors que je m'approchais d'une intersection, rien d'anormal, j'attendais comme tout le monde un camion à percuter l'arrière de ma voiture. L'impact a été si violent que j'ai subi de multiples blessures. Plus tard, j'ai appris que le conducteur avait bu. Il était ivre, et à cause d'une personne incapable de se passer d'alcool au volant, ma vie a été détruite. Dire que l'accident était grave ne suffit même pas à le décrire. Je me suis retrouvée avec des côtes cassées, une épaule brisée, et les 2 jambes fracturées. La douleur était insupportable, et pourtant, ce n'était pas encore la partie la plus douloureuse. Ce qui me hante le plus, c'est ce qui s'est passé juste après l'accident. Ma voiture a pris feu. La moitié de mon visage a été brûlée dans l'incendie, ainsi que plusieurs parties de mon corps. Je ne pense pas que j'oublierai un jour cette odeur de peau brûlée, qui était la mienne. Et je n'ai survécu que parce que quelqu'un a pu me sortir rapidement de la voiture, des automobilistes qui ont vu l'accident et m'ont secouru à temps. J'étais tellement en douleur, mais ils devaient me sortir de là car la voiture s'embrasait et il n'y avait aucun moyen d'éteindre le feu. C'était la pire douleur que j'ai jamais ressentie de toute ma vie. Mais ils m'ont sauvé la vie. Je me souviens d'avoir eu l'impression d'être à la frontière entre la vie et la mort. Quand je suis enfin arrivée à l'hôpital, j'avais du mal à rester consciente tant la douleur était forte. Je sombrais entre conscience et inconscience. La douleur obscurcissait tout. J'entendais des voix, que je pense être celles des infirmières et des médecins qui me soignaient. C'est à peu près tout ce dont je me souviens. Plus tard, quand j'ai repris conscience, je ne savais même pas où j'étais. J'étais très désorientée. Mon corps me faisait mal comme si j'avais été rouée de coups. J'étais entièrement enveloppée de bandages, de la tête aux pieds. Je ne pouvais presque pas bouger, même tourner la tête m'était impossible. Une infirmière m'a ensuite informé qu'ils avaient contacté mon mari et qu'il était en route. Pour mettre les choses en contexte, au moment de l'accident, mon mari était en déplacement professionnel hors de la ville, donc j'imagine que cela lui a pris du temps pour me rejoindre. Lorsque je me suis réveillée de nouveau, mon mari était juste à côté de moi, mais étrangement, il ne me regardait même pas. Il était sur son téléphone. Je n'avais pas la force de dire quoi que ce soit, alors j'ai bougé un peu la main, essayant d'attirer son attention. Finalement, il a remarqué que j'étais éveillée. Il m'a dit qu'on l'avait informé de ce qui s'était passé et qu'il avait reçu l'appel concernant l'accident alors qu'il était en pleine réunion très importante avec un client. Il semblait ensuite déçu d'avoir dû quitter cette réunion pour venir me voir à l'hôpital. Je ne sais même pas comment expliquer ce que j'ai ressenti. J'étais passée par l'enfer. J'avais failli mourir. Et tout ce sur quoi il semblait se concentrer, c'était son téléphone et son client. Il n'avait pas l'air triste, ni inquiet, même pas troublé, comme on pourrait s'y attendre de la part de quelqu'un qui voit la personne qu'il aime allongée sur un lit d'hôpital, avec des blessures si graves. Au lieu de cela, il parlait de la difficulté qu'il avait eu à trouver un vol de nuit, des problèmes que cela lui causerait de devoir écourter son voyage professionnel. Il ne le disait pas comme s'il me reprochait quelque chose, mais plutôt comme s'il essayait de me distraire en parlant d'autre chose, même si cela sonnait comme un reproche. J'ai rassemblé assez de force pour lui murmurer que j'avais très mal. J'étais terrifiée. Plus effrayée que je ne l'avais jamais été. Et tout ce que je voulais, c'était un peu de réconfort. Alors je lui ai demandé à quel point j'étais amochée, en espérant qu'il adoucisse son ton ou dise quelque chose de rassurant, n'importe quoi. Mais il a simplement haussé les épaules et dit : « Oui, tu as l'air vraiment mal. Ça va prendre beaucoup de temps pour guérir. » Puis il a fait un vague geste en direction de mon corps. Et si cela ne suffisait pas, il a levé son doigt et pointé mon visage. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit : « Tu as parlé au médecin de ça ? Ton visage a l'air vraiment affreux. » Je ne voulais pas qu'il enjolive les choses. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prétende que tout allait bien. Mais j'espérais un peu d'humanité. Un peu d'amour. Les jours suivants, j'étais entièrement dépendante des infirmières et des médecins. Et je dois dire qu'ils ont été très gentils. Ils ont montré plus de chaleur et de compassion que je ne l'aurais imaginé. Ils venaient me voir constamment, me parlaient doucement, nettoyaient mes plaies, ajustaient mes oreillers, et me tenaient la main quand j'avais peur. Chaque personne qui entrait dans ma chambre disait la même chose, encore et encore. C'est un miracle que vous soyez en vie. Et je suppose que, d'une certaine manière, ça l'était.
En y repensant, vu l'état dans lequel j'étais, et à quel point j'étais proche de ne pas survivre, c'était peut-être un miracle. Mais à ce moment-là, je ne le ressentais pas ainsi. Je ne me sentais pas chanceuse. Pour être honnête, je me sentais vraiment très mal. Mon mari n'était pas très présent durant ces premiers jours. En fait, il a disparu après sa première visite. Il n'est même pas j'ai eu la force de lui demander où il était allé, mais j'étais trop occupée à essayer de respirer, car mes voies respiratoires avaient été brûlées. Puis est arrivé le jour où on allait enfin retirer les bandages de mon visage. J'étais terrifiée. Je savais que j'avais des brûlures. Je savais qu'elles étaient graves. Mais une partie de moi s'accrochait à l'espoir que ce ne serait peut-être pas si terrible. Peut-être que ce ne serait pas aussi mauvais que ce que je craignais. Je voulais être optimiste. Mon mari a daigné venir à ce moment-là, assis en silence dans un coin pendant que le médecin commençait à retirer lentement les couches de gaz de mon visage. Je l'observais. J'observais son expression. Et quand tous les bandages ont été retirés de mon visage, je l'ai vu reculer avec dégoût, essayant de garder son calme. J'ai demandé au personnel médical si je pouvais avoir un miroir. Je voulais voir mon visage par moi-même. Et non, il n'y avait pas eu de miracle de ce côté-là. Je me trouvais horrible. Je dois l'admettre. Il y avait d'énormes cicatrices traversant mon front et mes joues. Ma peau était rouge et brûlée. Je n'ai même pas pu me regarder plus de quelques secondes avant de commencer à pleurer et d'éloigner le miroir. Le médecin et l'infirmière sont sortis en silence pour me laisser le temps de digérer la nouvelle. Je me suis tournée vers mon mari et la première chose qu'il a dite, une fois le personnel parti, a été « Ces cicatrices te rendent incroyablement laide ». Je le savais déjà. Je n'avais pas besoin d'entendre à quel point j'étais affreuse. Je pouvais le voir. Ce dont j'avais besoin, c'était de réconfort, d'assurance. J'avais besoin que quelqu'un me dise « Tu es toujours toi. Je suis toujours là ». Mais au lieu de ça, il m'enfonçait encore plus. Ce jour-là, mon mari n'a même pas pu me regarder dans les yeux. Il détournait sans cesse le regard, m'évitait, comme si c'était trop dur pour lui de me voir ainsi. Et il répétait encore et encore que je devais subir une chirurgie esthétique dès que possible. Pourtant, comme j'avais déjà subi plusieurs interventions et que j'étais sous forte médication, les médecins avaient clairement indiqué que je devais d'abord me rétablir, retrouver de la stabilité, du repos et du temps. Ils nous ont dit, à moi et à mon mari, que les procédures esthétiques étaient la dernière chose à envisager pour l'instant. Puis, la semaine où j'étais censée sortir de l'hôpital, mon mari m'a rendu visite et avait l'air sombre. Je ne l'avais pas vu depuis le jour où on m'avait retiré les bandages et où il m'avait traité de laide. Pas un appel, pas un message, rien. Je pensais qu'il avait peut-être été submergé par les événements, qu'il avait besoin de temps. Malgré tout, une part de moi espérait qu'il viendrait m'aider à faire mes valises, qu'il me ramènerait à la maison, qu'il essaierait au moins d'être là. Mais dès que j'ai vu son visage, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Il agissait de manière distante, alors je lui ai demandé ce qu'il se passait. Il a alors avoué qu'il avait quitté notre maison. Je l'ai regardé, stupéfaite, pendant qu'il continuait en disant qu'il avait beaucoup réfléchi et qu'il voulait qu'on se sépare. Je le regardais, et pendant un instant, je ne comprenais même pas ce qu'il disait. J'étais toujours allongée dans un lit d'hôpital, à peine capable de marcher, couverte de points de suture et de cicatrices, et il me disait qu'il avait déjà fait ses valises et qu'il était parti. Je n'arrivais pas à croire que cet homme me quittait, et il le faisait en plein milieu de l'hôpital où j'avais passé des semaines à me rétablir. Je lui ai demandé s'il était sérieux, car si c'était une blague, c'était le pire moment pour la faire. Mais il m'a simplement regardé dans les yeux et a dit, d'un ton très pragmatique, qu'il ne pouvait pas continuer à vivre avec moi avec un visage comme celui-là. Il l'a dit vraiment. Il a dit qu'il serait traumatisé de vivre avec moi pour le reste de sa vie, qu'il n'avait pas signé pour ça et que c'était trop pour lui. Pourtant, nous étions mariés, et il avait dit, oui, devant tout le monde, qu'il serait là pour moi dans la maladie. Je lui ai dit que si c'était ce qu'il pensait, alors je ne l'empêcherais pas de partir. Moi non plus, je ne voulais pas passer le reste de ma vie avec une personne qui me montrait aujourd'hui son vrai visage, que moi non plus, je n'avais pas signé pour ça. Il m'a dit que ça lui allait, qu'il me remerciait de ne pas le supplier de rester, que cela rendait les choses plus simples pour nous deux, et que c'était bien que nous soyons sur la même longueur d'onde. Mon propre mari me quittait pour quelque chose que je ne pouvais pas contrôler, quelque chose qui m'était arrivé dans un accident, quelque chose qui aurait pu arriver à n'importe qui. Et voilà qu'il faisait de tout cela une question de son propre inconfort, de sa propre peur, et non de ce dont moi j'avais besoin, de ce que j'avais toujours attendu de lui. Il m'a aussi informé que je devrais me débrouiller seule pour rentrer chez moi,
qu'il ne me ramènerait pas, et qu'il était simplement venu pour m'annoncer la nouvelle. Et après ça, il s'est retourné et a quitté la chambre, me laissant seule dans cet hôpital. Je n'avais pas d'autre choix que d'appeler une amie pour demander de l'aide. Elle et son mari sont venus à ma rescousse. Tous deux n'en revenaient pas que mon mari ait décidé de me quitter à un moment aussi horrible de ma vie. Ils ont conduit jusqu'à l'hôpital et m'ont aidé à rassembler toutes mes affaires. Ce jour-là, ils m'ont ramené chez moi, et je leur suis extrêmement reconnaissante pour leur soutien. Cela fait maintenant plus de 3 mois depuis ce jour. Je me remets encore de l'abandon de mon mari. Il ne m'a pas contacté et ne répond même pas à mes appels. La seule fois où il a repris contact, c'était pour me dire qu'il avait demandé le divorce et que je devrais bientôt signer les papiers. Depuis l'accident, j'essaie de me concentrer sur ma guérison. Ma chirurgie faciale est prévue dans quelques semaines. Les médecins sont optimistes quant à ma récupération et pensent que je pourrai repartir à zéro. Mon avocat a également travaillé sans relâche sur mon dossier. Nous avons décidé de poursuivre le conducteur ivre qui m'a renversé et qui a en plus fui les lieux de l'accident. Nous avons également décidé de poursuivre l'entreprise qu'il employait. Il s'est avéré qu'il travaillait pour une grande entreprise multinationale, et nous avons découvert que cette entreprise avait un historique de recrutement de conducteurs imprudents, prêts à rouler à toute vitesse juste pour respecter les délais de livraison. Il était clair qu'il mettait les profits au-dessus de la sécurité des gens, et c'était quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Ils étaient tout autant responsables de ce qui m'était arrivé. Récemment, mon avocat m'a appelé avec des nouvelles incroyables. Il m'a dit qu'après de longues négociations, nous avions conclu un règlement rapide, l'entreprise était prête à me verser 2 millions de dollars. Ma mâchoire en est presque tombée. J'étais complètement stupéfaite. Je ne m'attendais qu'à quelque chose de juste, quelque chose qui m'aiderait à payer les factures médicales, les chirurgies, et à reconstruire ma vie d'une manière ou d'une autre. Je ne m'attendais pas du tout à une compensation d'un tel montant. Une partie de moi est dépassée. Depuis que j'ai appris cela, je ne crois pas avoir jamais entendu une telle somme d'argent associée à mon nom. Cet accord est énorme et va m'aider à couvrir énormément de choses, les opérations, les thérapies, les soins dont j'ai encore besoin pendant ma convalescence. Mais voilà que mon mari l'a appris, et soudainement, tout semble avoir changé. Il me dit maintenant que je lui manque, qu'il a peut-être été trop précipité lorsqu'il a décidé de me quitter, qu'il veut qu'on oublie le divorce et qu'on se remette ensemble. Bien sûr. Comme si la nouvelle de mon indemnisation n'était pas la vraie raison de son retour. Il pense que maintenant que j'ai de l'argent et que ma laideur ne le dérange plus, je vais l'accueillir à bras ouverts. Mais maintenant, c'est moi qui suis dégoûtée par sa laideur pas physique, mais morale. À ce stade, tout ce que je veux, c'est lui donner le divorce. Je me fiche même de ce que je recevrai. Je veux juste encaisser mes 2 millions de dollars et continuer ma vie. C'est pourquoi j'ai demandé à mon avocat d'accélérer la procédure de divorce et de céder à toutes ses demandes. C'est-à-dire, ce n'est pas comme si nous avions beaucoup de biens. Alors perdre 10 ou 15 000 dollars ne changera pas grand-chose à mes finances. Mon avocat m'a dit qu'il n'était pas nécessaire de me précipiter, car mon mari n'a aucun droit sur cet argent nouvellement acquis, et même si nous accélérions les choses, il chercherait probablement à retarder le processus juste par mesquinerie, ou pour me faire revenir vers lui. Il m'a conseillé de ne pas sortir de ce mariage à la hâte, mais plutôt d'attendre et d'obtenir tout ce que je mérite dans le divorce. Pensez-vous que je devrais finaliser le divorce au plus vite malgré tout? Ou être un peu mesquine et prendre aussi ce qui me revient de droit? Mise à jour numéro 1. Pour les personnes qui demandent si mon mari me trompait et si c'est peut-être pour cela qu'il a disparu de ma chambre d'hôpital et qu'il a été si pressé de me quitter, je suppose que cela a du sens. Au début, je n'ai même pas envisagé cette possibilité. Je n'ai jamais soupçonné quelque chose de ce genre. Je n'ai jamais regardé son téléphone ni fouillé dans ses affaires, car je lui faisais confiance ou du moins, je pensais que je le faisais. Mais maintenant, avec tout ce qui s'est passé, certaines choses qu'il a faites, en particulier son comportement lorsque j'étais à l'hôpital, me font me demander s'il n'y avait pas plus dans cette histoire que ce que je croyais au départ. Je parle de la façon dont il a disparu de ma chambre d'hôpital, de la manière dont il ne s'est même pas donné la peine d'être à mes côtés lorsque j'étais au plus bas. Cela n'a tout simplement aucun sens. Il a été si rapide à m'abandonner au moment où j'avais le plus besoin de lui, si impatient de se séparer de moi sans réfléchir à combien cela allait me faire mal. Et puis, soudainement, après tout ce qui s'est passé et avec l'accord de compensation, il agit comme s'il voulait de nouveau être là pour moi. Et s'il m'avait trompé? Est-ce que c'était pour cela qu'il était si distant? Je n'en suis pas certaine, mais une partie de moi ne peut s'empêcher de se demander si c'est une possibilité.
Je déteste l'admettre, mais cela a du sens quand je repense à tout ce qui s'est passé, à la façon dont il a toujours été plus centré sur lui-même que sur nous, ou sur notre vie à deux. C'est comme si, depuis que je le connais, tout a toujours tourné autour de lui. Il s'attendait toujours à ce que tout soit à sa convenance. Quand nous étions en couple, c'était ses besoins, ses désirs, ses objectifs qui passaient en premier. S'il était malade ou souffrant, je laissais tout tomber pour être à ses côtés. Je prenais soin de lui sans poser de questions. C'était moi qui étais là, qui restais éveillée toute la nuit pour l'aider, peu importe ce dont il avait besoin. Je faisais tout mon possible pour m'assurer qu'il aille bien. Et j'ai toujours cru que c'était comme cela qu'une relation devait être, des soins mutuels, du soutien réciproque. Mais quand il s'est agi de moi, quand j'ai eu besoin de lui, c'était comme si rien de tout cela ne comptait pour lui. Quand j'étais à l'hôpital après l'accident, il ne s'est même pas donné la peine de rester. Il n'a pas pu rester plus de quelques minutes avec moi. Il était tellement froid et distant. Je ne sais même pas comment l'expliquer, mais j'ai eu l'impression qu'il s'en fichait complètement. J'étais en train de traverser une souffrance immense, à la fois physique et émotionnelle, et lui, il est simplement parti. Et maintenant, il veut revenir dans ma vie, après tout ce qu'il m'a fait traverser, après toutes les fois où je l'ai mis en priorité, après tout ce que j'ai fait pour lui, alors qu'il n'a même pas été là quand j'avais le plus besoin de lui. En y repensant, je vois à quel point cet homme est égoïste. Non, ce n'était pas seulement à cause de l'accident. Ce n'était pas seulement le fait de m'avoir laissé à l'hôpital. C'est le fait que, pendant si longtemps, il n'a jamais vraiment été là pour moi comme je l'étais pour lui. Pendant toute notre relation, c'était toujours moi qui faisais des sacrifices pour lui, qui m'assurais que ses besoins soient satisfaits, qu'il soit heureux. Mais quand c'était à mon tour d'avoir besoin de lui, quand j'avais besoin qu'il soit là pour moi, il ne l'était pas. Et ça fait plus mal que tout. Je dis tout cela parce que, même s'il ne m'a pas trompé, j'envisageais déjà de poursuivre le divorce. Mais une infidélité pourrait changer les choses dans la procédure. Et s'il m'a réellement trompé, une partie de moi veut utiliser cela pour me venger. En ce moment, oui, je cherche à être plus mesquine. J'étais heureuse de ma compensation et je pensais m'éloigner sans créer de problème. Au final, je serais celle qui part avec cet argent du mariage, et lui resterait avec le désir de mettre la main dessus. Je ne suis pas stupide. J'ai parlé avec des gestionnaires de patrimoine, et c'est suffisant pour ne plus jamais avoir à travailler de ma vie. Imaginez une personne qui a un billet de loterie devant elle, allongé dans un lit d'hôpital, et vous lui dites que vous n'en voulez pas parce qu'il est moche, et que vous voulez divorcer. C'est comme s'il l'avait déchiré. C'est pour cela qu'il est maintenant si désespéré. Mais s'il a été infidèle, cela rend les choses encore pires. Et maintenant que j'ai réduit un peu mes médicaments contre la douleur, que je ne me sens plus aussi engourdie, je peux penser clairement. Assez clairement pour lui faire payer. À ce stade, je pense que peu importe s'il m'a trompée ou non. Je vais de toute façon obtenir ce qui me revient de droit dans le divorce, même si cet argent ne signifie rien pour moi, mais tout pour lui. Mise à jour numéro 2. Alors, je me suis assise et j'ai parlé avec mon mari, ou devrais-je dire mon ex maintenant ? Après tout ce qui s'est passé, je ne sais même pas comment me référer à lui. Non, ce n'est pas l'homme avec lequel je croyais m'être mariée. Je lui ai dit clairement que c'était fini entre nous, que j'allais signer les papiers du divorce et que tout serait divisé à 50%. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas découvert d'infidélité. Il avait l'air surpris quand je lui ai dit cela, comme s'il ne pouvait pas croire ce que j'étais en train de dire. Il a essayé de discuter avec moi, me disant que je me trompais, qu'il avait eu le temps de réfléchir à ses erreurs et qu'il voulait arranger les choses entre nous. Mais moi, je ne voulais pas revenir avec lui. Je n'avais pas besoin de lui. C'était lui qui avait besoin de moi. Je lui ai dit qu'il me serait impossible de lui pardonner un jour pour la manière dont il m'avait traité à l'hôpital, pour les choses cruelles qu'il m'avait dites. Aucun mari ne devrait parler à sa femme de cette manière. Aucun mari ne devrait l'abandonner quand elle est à son moment le plus vulnérable, surtout après un accident aussi traumatisant. J'étais mieux sans lui, et je ne savais pas comment lui pardonner. C'est pour cela que je voulais divorcer. Je savais déjà que je ne voulais pas lui pardonner, mais je cherchais des preuves d'infidélité. Je lui ai dit que mes amis pensaient qu'il m'avait peut-être trompé, que c'était peut-être pour cela qu'il était si émotionnellement distant avec moi, que nous avions peut-être déjà des problèmes dans notre mariage et qu'il s'était déjà détaché de nous. Je lui ai dit que s'il m'avait avoué avoir eu une liaison et s'il s'était excusé pour cela en me promettant de faire ce qu'il faut pour réparer les choses, peut-être que j'aurais pu envisager de lui pardonner. Mais il ne l'a pas fait, et c'est ce qui me faisait le plus mal venant de lui. J'enregistrais la conversation, après avoir consulté mon avocat.
C'était une faible probabilité qu'il avoue quelque chose, mais je devais essayer. Au début, il a nié, disant qu'il ne s'était rien passé. Mais après environ 30 minutes, alors que je semblais hésitante à lui pardonner, tout en lui laissant entendre que j'avais des doutes concernant une possible infidélité, il a fini par l'avouer. Mais même s'il a avoué, j'avais besoin de preuves. J'avais besoin qu'il me donne des détails, et il l'a fait. Il m'a même montré son téléphone, et j'ai pu en prendre quelques captures d'écran sans qu'il s'en rende compte. Une fois que j'en avais assez, plus qu'assez même, je l'ai remercié, car cela serait très utile lors du procès pour divorce. C'est là qu'il a explosé. Il est passé d'un ton d'excuse à un comportement complètement dégoûtant. Il m'a dit qu'il était heureux de m'avoir trompé parce que j'étais déjà une personne désagréable, même avant que je ne sois aussi horrible physiquement. Qu'il avait fait ce que n'importe quel homme aurait fait, et que j'en demandais trop. Il m'a aussi menacé, disant qu'il ne me laisserait pas partir aussi facilement. Il a dit que si je poursuivais le divorce, il allait s'en prendre à ma compensation de 2 millions de dollars. Il a dit qu'il avait droit à sa part. Je n'étais ni surprise ni choquée qu'il veuille s'approprier mon argent, mais la façon dont il l'a dit était si vile, si avide, que cela m'a donné la nausée. J'étais furieuse. Je me suis levée, tremblante de colère, et je lui ai demandé, « Qu'est-ce que tu veux dire exactement par ta part ? C'est toi qui as eu un accident ? C'est toi qui t'es brûlé le visage ? C'est toi qui as des cicatrices qui mettront des années à guérir ? C'est toi qui t'es brisé les os et qui a besoin de multiples chirurgies ? » Il parlait comme s'il avait droit à quelque chose qu'il n'avait absolument pas mérité. Je lui ai dit que s'il pensait vraiment qu'il avait droit à quoi que ce soit, nous allions le découvrir devant le tribunal. Il était furieux, mais je lui ai dit de partir. Je ne voulais plus entendre un mot de sa part. Je ne voulais plus de lui dans ma vie. Pour moi, il n'était plus qu'un étranger. Pour moi, ce n'était même plus une personne. C'était juste quelque chose qui prenait de la place et volait de l'oxygène. À ce stade, je sais que certains penseront que je suis mesquine de faire ça, parce qu'une infidélité peut ne représenter que 5 000 $ de plus dans le divorce. Mais pour moi et pour d'autres personnes qui ont été trompées ou traitées comme moi, et malheureusement elles ne sont pas rares, ce sont 5 000 $ qu'il ne gardera pas. Et oui, j'ai reçu des messages d'hommes et de femmes dont les partenaires les ont quittés parce qu'ils ont perdu une jambe, parce qu'ils sont devenus défigurés, ou à cause de n'importe quelle autre blessure permanente. Mise à jour numéro 3. Bonjour à tous. Cela fait presque 8 mois depuis ma dernière mise à jour et je voulais simplement partager où j'en suis aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai poursuivi avec la chirurgie faciale, et je suis heureuse de dire que mes cicatrices sont presque complètement guéries. Il restera des marques, mais je n'ai plus l'air aussi horrible, et avec un peu de maquillage, elles peuvent être dissimulées. C'est comme si on m'avait enlevé un énorme poids des épaules. La douleur et l'insécurité avec lesquelles je luttais ont peu à peu disparu. Et même si je suis encore en train de me remettre émotionnellement, ma récupération physique est désormais une chose de moins dont je dois me soucier. Quant à mon ex, eh bien, nous sommes maintenant officiellement divorcés. Au final, il n'a pas obtenu un seul centime de ma part, peu importe combien lui et ses avocats ont essayé. En réalité, c'est moi qui ai reçu quelque chose de lui et ce n'était pas de simples miettes. Honnêtement, je suis fière de la façon dont je suis restée ferme tout au long de la procédure. Pendant le processus de divorce, pour m'assurer que rien ne m'échappait, j'ai même engagé un détective privé. Ce qu'il a découvert m'a complètement bouleversée. Il s'avère que mon ex avait eu de multiples aventures pendant notre mariage, depuis le tout début. Et celle qu'il avait confessée était la moins grave de toutes. Le pire, c'est que même quand j'étais à l'hôpital après mon accident, il était avec l'une de ses maîtresses car il en avait plusieurs en même temps. Quoi qu'il en soit, ça a été un soulagement de découvrir la vérité sur qui était vraiment cet homme. Ce n'était pas quelqu'un de digne d'être avec une personne comme moi. Comme la maison que nous possédions ensemble était une propriété commune, nous l'avons vendue et j'ai pris ma part. Mais au moins, je n'ai pas eu à partager mon argent, en particulier la compensation, car nous vivons dans un état où le divorce pour faute existe. Et comme je gagnais un peu plus que lui, j'ai fini par repartir avec plus d'argent que ce qui me revenait si nous avions simplement divisé à 50%. Cela représentait environ 7 000 $ de plus. Mais cela a été comme du sel sur la blessure de mon ex-mari, surtout si l'on considère aussi l'indemnisation. Aujourd'hui, je vis seule dans un petit appartement, très chaleureux et parfait pour moi. Cela fait partie de mon nouveau mode de vie. Je pourrais acheter quelque chose de luxueux et de grand, mais cela nécessiterait plus d'argent et de travail. Or, tout l'argent de la compensation est maintenant investi, et il me rapporte suffisamment pour vivre tant que je ne dépense pas de manière excessive.
J'ai aussi pris un travail à mi-temps, quelque chose que j'aime faire, simplement pour occuper mes journées et avoir une activité. Je passe le reste du temps à faire ce qui me plaît. Je ne suis pas complètement à la retraite, même si je suis millionnaire, mais je peux vivre et faire ce que je veux sans avoir à m'inquiéter de l'argent, quelque chose que mon ex-mari aurait rêvé d'avoir. Mise à jour numéro 4. Je crois que le destin est cruel, parce qu'il aime donner des leçons. Des leçons qui, parfois, semblent personnelles. Comme si, lorsque tu traites mal quelqu'un à la caisse du supermarché, quelqu'un te traite mal à ton travail quelques semaines plus tard. J'ai toujours cru à cela. Alors, un accident de voiture suivi d'un incendie serait la chose la plus proche d'une leçon du destin pour mon ex-mari, une manière de lui faire goûter à sa propre médecine. Mais ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Mon ex-mari avait trouvé son propre appartement après le divorce, tout comme moi. Et pendant qu'il était au travail, un incendie s'est déclaré. Il n'était pas à l'intérieur, et il n'a pas été défiguré par les flammes. Mais l'appartement n'était pas rassuré. Il n'a jamais aimé les assurances. Il a toujours pensé que c'était une arnaque. Eh bien voilà. Un appartement brûlé dans lequel il devra investir beaucoup d'argent ou qu'il devra vendre à perte, bien en dessous du prix qu'il avait payé. Comme je l'ai dit, je crois à ces choses, même si elles ne sont pas toujours aussi évidentes. Mais il est impossible de ne pas penser que le feu et la malchance personnelle sont liés à ce qui m'est arrivé. La différence, c'est que moi, je ne méritais pas de passer par tout ça, mais lui, si. Cela pourrait aussi être un signe indirect que le destin voulait que je m'éloigne de lui. Et comme ce signe a été traumatisant, le destin a su comment me compenser. Peut-être que ce que je pense est complètement fou, mais j'essaie juste de donner un sens à tout ce qui s'est passé même s'il n'y en a pas. Mise à jour numéro 5. Cela fait maintenant presque un an depuis l'accident. Parfois, j'ai l'impression que tout cela est arrivé à une autre personne. D'autres fois, les cicatrices sur mon corps me ramènent à la réalité. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis en paix. Ce chemin n'a pas été facile. J'ai connu la douleur, la trahison, la peur, la solitude. Mais j'ai aussi découvert une force en moi que je ne soupçonnais pas. J'ai appris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence ni à ce qu'elle peut offrir aux autres, mais à la manière dont elle se relève quand tout s'écroule. Mon ex-mari fait désormais partie d'un chapitre que j'ai terminé. Il ne me reste rien à lui dire. Pas de colère. Pas de pardon non plus. Juste du vide. Je me suis rendu compte que certaines personnes entrent dans votre vie pour vous montrer exactement ce que vous ne méritez pas. Et une fois la leçon apprise, on avance. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je prends soin de moi, physiquement, mentalement et émotionnellement. Je vois une thérapeute avec qui je peux parler librement. J'ai recommencé à peindre, une passion que j'avais laissée de côté depuis des années. J'ai aussi fait de nouvelles rencontres, pas forcément amoureuses, mais humaines, sincères. Des personnes qui ne me regardent pas comme une victime ou une miraculée, mais comme une femme qui s'est battue pour redevenir elle-même. Et si le destin est vraiment une force qui cherche à rétablir l'équilibre, alors je crois qu'il a fini par m'écouter. Je ne suis peut-être pas celle que j'étais avant, ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Mais je suis devenue quelqu'un de plus fort, de plus vrai. Quelqu'un que j'aime devenir. Et cela, aucun accident, aucune trahison, aucun homme ne pourra jamais me l'enlever.